Sauver un homme malgré lui, c'est quasiment le tuer. C'est ce qu'aurait affirmé en son temps un certain Horace. Alors dans un couple par exemple, il semble normal de se soutenir, pour le meilleur comme pour le pire, apporter son aide, mais l'offrir de façon gratuite sans rien attendre en retour. Peut-être est-ce là même l'un des secrets des couples sains qui durent. Mais quand l'un s'entête à sauver l'autre, en général, de ses blessures ou de son passé douloureux, persuadé de pouvoir changer l'autre, n'est-ce pas un tout autre scénario qui se joue dans la relation? Alors voilà, aimer l'autre signifie-t-il le sauver? Boum, question en 52 minutes. Tenterons-nous en tout cas d'y répondre avec nos trois invités qui sont Hélène Vécali. Bonjour Hélène. Bonjour Marie-Ange. Bienvenue dans cette émission. Vous êtes psychanalyste, coach, auteur de nombreux ouvrages, notamment Maître les pervers, échecs et maths chez Marabout. On peut évidemment citer le dernier, La tragédie des sauveurs, tout à fait en lien avec cette émission du jour, n'est-ce pas, chez Marabout. Bienvenue à vous. Hélène Vécali, l'invitation. Eh bien, écoutez, nous sommes ravis. Nous sommes également en compagnie d'un témoin, Yannick Debain, bonjour. Bonjour. Alors, pour ceux qui ont mon âge, n'est-ce pas, donc qui ont 40 ans, vous êtes comédien, on vous connaît évidemment. Alors, ça vous embête ou pas que je vous dise ça? Absolument pas. Des Philippe de la philosophie du Club Dorothée d'il y a des années, mais vous n'êtes pas là pour cela aujourd'hui, pour parler de cela, même si on peut mentionner que vous êtes toujours sur les planches, vous êtes même très investi, vous avez fondé La Volia, une école pas de mise en scène, mais de théâtre, tout simplement, pour d'art dramatique, j'aime bien ce terme à l'ancienne. Donc pour les jeunes à la mairie, et les jeunes et les moins jeunes d'ailleurs, je ne sais pas, c'est ça, c'est à la mairie de Lilla. des jeunes, puisqu'ils passent les concours après du conservatoire. Voilà, donc merci beaucoup d'être là, et vous êtes là en tant que sauveur. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Vous êtes un sauveur dans l'âme? Je ne sais pas si on peut dire que je suis un sauveur. En tout cas, je pense qu'il y a des gens dans la population qui ont une propension un désir à aider, ou qui ressentent très fortement, peut-être par empathie, par hypersensibilité, qui sentent très fortement la détresse chez les autres, et qui leur est peut-être un peu difficile de voir cette détresse chez les autres sans rien faire. Donc je suis peut-être de ceux-là qui, quand ils voient des gens en détresse, ont un besoin, on va dire, de faire quelque chose, de s'aventurer dans l'aide. Est-ce que la finalité, c'est de sauver la personne? Eh bien, j'espère qu'on aura la réponse dans cette émission. Nous sommes en ligne avec Boris Cyrulnik. Bonjour, monsieur. Bonjour. Ravi de vous entendre. Oui, d'être avec vous. Eh bien, écoutez, en ligne, mais on est proche par la pensée et le cœur. Vous êtes neuropsychiatre. On ne vous présente plus, hein, Boris Cyrulnik, bien évidemment. Vous avez écrit de nombreux livres autour de cette question de la résilience, que vous avez même créé, ce terme. On peut citer votre dernier ouvrage, 40 voleurs en carence affective. Voilà, effectivement. Est-ce que le sauveur, on peut le dire souvent aujourd'hui, on a tendance à un peu à tout pathologiser, et puis il y a toujours un peu des rôles comme ça qu'on donne. Alors les méchants sont les victimes, et les sauveurs se transforment un peu en pervers. Alors est-ce que d'abord c'est une pathologie d'être un sauveur, Boris Cyrulnik? On peut très bien aimer sauver les gens par pure, j'en sais rien, question. Est-ce qu'on peut être d'un tempérament sauveur, ou est-ce que c'est vraiment quelque chose, une fatalité, en tout cas une pathologie? Alors je n'aurais pas employé le mot sauveur, j'aurais employé le mot aider. Alors, c'est vrai que le besoin d'aider, le plaisir, parfois même la contrainte à aider, fait partie de la condition humaine. Le sauveur, c'est celui, plus souvent que celle, qui apparaît dans des conditions tragiques, effondrement social, catastrophe naturelle, où là, bien quelques individus se spécialisent et volent au secours des autres. Mais quand c'est une catastrophe sociale, le sauveur sauve, mais parfois aussi parmi eux, il y a des escrocs culturels qui disent « je vais vous sauver, votez pour moi, donnez-moi un peu d'argent », et les gourous se présentent tous comme des sauveurs. Ouais. Donc l'aide fait partie de la condition humaine, on est contraint à l'empathie, contraint à vivre ensemble, et c'est un plaisir et une nécessité. Et le sauveur, c'est toujours un signe de difficulté sociale. Ouais, merci beaucoup d'avoir fait la part des choses. Je vous avoue que j'étais très embarrassée, cette émission me passionne d'emblée, mais j'avoue que c'est compliqué pour moi déjà, c'était compliqué de faire la différence entre à la fois le côté méchant gourou, le côté sauveur qui aide tout simplement, parce que franchement, quand je vois Yannick Debain, j'imagine pas le vilain gourou qui va essayer de m'appâter pour me dire
dans une secte occulte. Et puis on n'en a pas encore parlé, mais j'imagine qu'on va en parler. Hélène Vécali, il y a aussi les personnes qui ne peuvent pas s'empêcher d'aider et de sauver. Alors ça, j'imagine que là aussi, c'est autre chose encore qui reste à rééquilibrer. Oui, je pense que merci Boris Cyrulnik pour votre intervention qui est vraiment très pertinente, comme d'habitude. Vous parlez des aidants saints, des sauveurs saints. Donc moi, dans mon livre, je distingue 3 catégories. Les sauveurs pathologiques, dont vous venez de parler, qui sont ces gourous et ces personnes qui vous disent « on va vous sauver, donnez-moi beaucoup d'argent, votre numéro de carte bleue et ça va faire l'affaire ». À l'autre bout, c'est les aidants saints, ce que j'appelle les sauveurs saints, pour reprendre le terme de sauveur, c'est-à-dire ces gens qui vont être comme Yannick, par exemple, qui vont être dans l'aide, dans la proposition de soutien, qui vont percevoir les choses et qui vont proposer leur aide. Et puis au milieu, il y a ces inlassables Saint-Bernard dont je parle dans mon livre, c'est-à-dire ces personnes qui ne sont pas du tout malades, ce n'est pas du tout une pathologie, mais qui ont cette propension à aller aider l'autre et puis souvent à l'aider un peu trop parce que j'explique bien que ces sauveurs savent sauver et que ça, c'est leur première tragédie. Mon livre s'appelle « La tragédie des sauveurs », donc je décline 11 tragédies. Eh bien, la première tragédie, c'est qu'ils savent sauver parce que, petits, ils sont tombés dans la marmite et ils ont été parentifiés avec des parents en difficulté, une mère déprimée, un père en deuil, une grand-mère veuve douloureuse, un enfant handicapé, etc. Ouais. Et donc, ils ont été obligés d'être des enfants thérapeutes ou des enfants doudous, des enfants béquilles, et ils ont très tôt appris ça, et ils en ont conclu que s'ils voulaient obtenir une once d'amour, peut-être qu'il fallait qu'ils soient dans ce soutien constant. Donc, ce sont des belles personnes, ce sont des personnes qui sont dans l'abnégation, mais qui ignorent qu'inconsciemment, elles désirent être aimées. C'est pour ça que mon sous-titre, c'est le besoin ardent d'être aimé, c'est-à-dire qu'elles attendent de l'amour et malheureusement, ça n'arrivera jamais. Elles auront de la gratitude, de la reconnaissance, de l'admiration, mais de l'amour, non. C'est un puits sans fond. Oui, voilà. C'est ça, finalement. Oui. Vous reconnaissez Yannick Debain dans cette histoire? Alors là, tout particulièrement, mais c'est vraiment le hasard des choses. Il se trouve que mon frère a eu une maladie rare, enfin, qui l'obligeait à avoir un suivi très régulier et il ne pouvait pas manger tout ce qu'il voulait. Donc, dans notre famille, dans notre fratrie, même si mes parents avaient beaucoup d'attention, c'était une autre époque, on s'occupait pas autant des enfants qu'aujourd'hui, je pense, et enfin, on les laissait plutôt libres, et moi, j'étais souvent avec mon frère, seul, et je ressentais un besoin vraiment puissant je trouvais ça tellement injuste qu'il puisse pas manger les mêmes choses que moi, que je l'aidais et je lui donnais des choses parfois qui n'étaient pas bonnes pour sa santé. Donc j'étais un aidant toxique là pour le coup, mais j'avais construit ça parce que je pense qu'effectivement l'attention était portée sur mon frère et que pour peut-être plaire à mes parents, il me semble qu'il fallait que je fasse quelque chose. Enfin, peut-être que c'était instinctif, mais il fallait que je fasse quelque chose pour mon frère, pour montrer que j'étais aussi là pour aider l'autre, pour aider la famille, et j'étais assez discret, enfin j'étais un petit peu à l'écart, on va dire, mais je le faisais assez régulièrement et discrètement. J'aidais mon frère comme ça, mais j'ai appris plus tard que c'était un peu maladroit et toxique en fait mon aide, puisque ça l'aidait pas particulièrement. Alors, est-ce qu'on sauve pour plaire à quelqu'un, Boris Cyrulnik ? Est-ce que... On sauve pour plaire à quelqu'un, à ses parents par exemple, pour commencer? Je crois qu'on sauve parce qu'on a une pulsion à aider. Ouais. Et les femmes sont très souvent dans le besoin d'aider. C'est pas pathologique, au contraire, merci les femmes. Hein. C'est pas pathologique, mais parfois ça peut leur jouer des tours. Oui, on est d'accord quand même. Elles sont un peu plus faciles à escroquer. Et puis, surtout, elles peuvent se dépersonnaliser en aidant un peu trop. D'accord. Alors, c'est vrai que très souvent, aimer quelqu'un qui souffre, dans sa famille, dans sa fratrie, par exemple, c'est souvent à l'origine des motivations. Beaucoup de médecins, beaucoup de psychologues ont eu personnellement, dans leur histoire, des problèmes à affronter. Il fallait aimer et aider quelqu'un qu'on aimait.
Et ça marque la personnalité, et ça peut faire des motivations tout à fait intéressantes. Les infirmières, les médecins, les psychologues sont souvent intéressants parce qu'ils sont motivés, ils ont besoin de comprendre, ils ont besoin d'aider, et quand ça marche bien, ça donne un grand plaisir, mais au risque de la dépersonnalisation, au risque du burn-out, comme disent les jeunes. Ouais. Quand j'étais gamin, on appelait ça la dépression d'épuisement. Maintenant, on dit burn-out parce que ça fait plus chic, mais c'est la même idée. Et c'est vrai que beaucoup d'assistantes sociales, beaucoup d'infirmières aujourd'hui payent très cher le besoin qu'elles ont d'aider. Elles aident, elles sont précieuses et elles le payent. Vous qui êtes psychanalyste, justement, Hélène Vécali, le jusqu'où on va et quand on au risque de se dépersonnaliser, waouh! Oui, c'est vrai que ça peut aller très loin et effectivement, dans mon livre, je parle, comme le dit Boris Cyrulnik, de plusieurs métiers comme ça, des métiers de sauveurs, entre guillemets, qui, heureusement, s'ils ont fait un travail sur eux, sont des aidants sains. Et j'ai interviewé, j'ai interviewé une avocate, une coach, un pompier, un urgentiste, etc. Et j'ai interviewé aussi un chirurgien. Et dans mon raisonnement, pour soutenir la thèse de mon livre, je me disais, tous ces gens-là, normalement, d'après ce que je ressens et ce que je pense, ont eu une enfance avec quelques difficultés. Et effectivement, tous m'ont raconté une enfance où ils ont été confrontés aux dures réalités de la vie. Et ils ont surmonté et ils sont devenus des aidants sains. Et puis, j'interviewe ce chirurgien en dernier, Robin, et là, je trouve rien. Il me dit non, toute mon enfance s'est bien passée, tout va bien. Et je me dis, bon, bah, ça c'est l'exception qui confirme la règle. Bon, alors on continue à papoter, tout ça. Puis c'est un homme qui a 67 ans et je lui dis, et puis quand vous étiez petit, tout allait bien et tout ça, oui. Je vais pour arrêter l'interview et tout d'un coup, je lui dis, mais... vous avez eu des frères et sœurs? Alors il me dit non, je suis enfant unique. Enfin non, pas tout à fait. J'ai eu un frère un peu plus âgé que moi, mais qui est décédé très tôt. Je lui dis je suis vraiment désolée. Qu'est-ce qui s'est passé? Il me dit vous savez, il y a 70 ans, on était à l'étranger. Ma mère, au moment où elle a accouché, ça s'est très très mal passé. Ça a été compliqué. Ah bon, vraiment. Et là, tout d'un coup, je lui dis mais qu'est-ce qui aurait pu sauver ce bébé? Et puis votre mère, du chagrin qui a suivi. Et il me dit un chirurgien. Et là, il s'arrête, il a les larmes aux yeux et il me dit « Mais alors, c'est pour ça que j'ai choisi ce métier ?» Je lui dis « Non, moi, j'ai rien dit. Vous faites les liens que vous voulez. » Donc, effectivement, et les psychanalystes en particulier sont, entre guillemets, des guérisseurs blessés, c'est-à-dire des personnes qui... On ne pousse pas la porte d'un psychanalyste par hasard, c'est que soi-même on souffre. D'ailleurs, c'est la condition nécessaire, pas suffisante, mais nécessaire pour être psychanalyste, c'est d'avoir suivi soi-même ce chemin de guérisseur blessé pour pouvoir après pouvoir aider les autres de façon saine. Et c'est pour ça que c'est important de savoir quand on fait ces métiers-là, pourquoi on les fait, pour ne pas se retrouver, ne pas être des aidants sains, mais être au contraire des gens qui vont être dans une espèce de furor sanandi, de passion de soigner, et qui va abîmer les patients et nous-mêmes. Ça abîme tout le monde, cette histoire-là. Quels sont les symptômes? Aimer l'autre, au fond, signifie-t-il le sauver? Alors, est-ce que, Boris Cyrulnik, d'une certaine façon, oui, si je vous entends bien, d'une certaine façon, un petit peu quand même. Alors, on ne peut pas ne pas vivre sans les autres. Je ne peux devenir moi-même que s'il y a une altérité autour de moi. Et les efforts que je dois faire pour le comprendre m'aident à me comprendre mieux et m'aident à mieux organiser ma vie. Donc, un homme seul n'existe pas. Un homme seul, c'est l'atrophie cérébrale. La neuroimagerie confirme ce que je viens de vous proposer, c'est-à-dire que si mon cerveau n'est pas stimulé par la présence d'un autre, il s'atrophie. Je deviens malade du manque d'autres. Donc la beauté de la condition du vivant, c'est qu'on doit vivre ensemble, on doit vivre avec les autres. Mais il y a toujours des problèmes, c'est pas toujours facile. Vivre sans les autres, c'est la mort cérébrale, et vivre avec les autres, c'est parfois l'enfer. Débrouillez-vous avec ça. Bon, les amis, qu'est-ce qu'on va faire avec tout ça? Je vous propose de nous séparer, musicalement parlant, en compagnie de Handel, Dopo il nemico oppresso, je me suis pas plantée, un extrait de l'opéra Scipione, et à tout de suite.
nemico presso. Voglio esser di me stesso, più forte e vincito. Più forte e vincitor. Dopo il nemico è preso, voglio essere di me stesso, voglio essere di me stesso, più forte e vincitor, più forte e vincitor, voglio essere di me stesso, più forte e vincitor. Et voilà pour Handel, à l'heure où nous nous posons cette question, ça peut presque paraître un sujet de bac, mais l'autre signifie-t-il le sauver? C'est un peu psychologique quand même pour le bac. Mais voilà, question intéressante en 52 minutes avec mes 3 invités. Boris Cyrulnik, neuropsychiatre, 40 voleurs en carence affective, c'est son dernier livre chez Odile Jacob. Hélène Vecchiali est avec nous également, La tragédie des sauveurs chez Marabout, elle qui est psychanalyste, coach et auteur de nombreux ouvrages. Et Yannick Debain, comédien, qui se dit sauveur, qui a un passé de sauveur. Enfin, en tout cas, vous avez fait un travail sur vous, donc vous êtes un sauveur aidant, on va dire ça comme ça, équilibré. Et vous êtes passé quand même par une période un peu border. Oui, enfin, c'est vrai qu'il m'est arrivé d'avoir des relations, enfin, notamment une personne avec qui j'ai été longtemps, qui était en demande énorme de réparation, on va dire. Et comme j'ai toujours eu un peu cette mission dans la tête, peut-être que j'avais construit mon couple autour de ça, alors que forcément, ça n'est pas une bonne idée. Ça peut devenir très toxique. D'autant plus quand l'autre pompe cette énergie qu'on a à aider, et on ne sait plus quand ça s'arrête, quand ça va finir. Et même si l'autre va mieux à certains moments, on peut continuer de vouloir aider parce qu'on considère que c'est notre raison de vivre finalement, et que c'est la raison pour laquelle on est dans ce couple-là. Ça nous renvoie notre capacité à aider ou à être considéré comme un sauveur. On s'imagine sauveur de quelqu'un. Et je crois que c'est... Pour être aimé par cette personne, en fait. Pour être aimé par cette personne ou pour être aimé soi-même, de soi-même. Et ce que dit très bien le livre d'Hélène Vecchiali, c'est justement, elle donne des pistes pour trouver des solutions. Si on arrive à bien lire, on arrive à se dire qu'effectivement, il y a des moments où il faut être moins intrusif, il faut écouter l'autre pour pouvoir se dire qu'à un moment donné, ça doit s'arrêter. Et en ça, le livre d'Hélène est très bénéfique, il est hyper pédagogique et on comprend bien où on doit aller si on veut s'améliorer, enfin, en tout cas, être mieux, être sauvé soi-même. Mais ça reste quand même en vous, c'est quand même quelque chose que vous portez. La mission. La mission. Entre guillemets, c'est une chose qu'on a en nous, comme disait très justement Boris Cyrulnik. Je crois qu'on est fait pour vivre les uns avec les autres, et donc par là, on est obligé à un moment donné de s'entraider, de s'aider, sinon rien n'est possible, me semble-t-il. C'est vrai que les sauveurs attirent, comme vous le disiez à l'instant, Yannick Debain, attirent les personnes assoées, enfin les personnes fragiles, en carence affective d'ailleurs, pour reprendre votre terme, Boris Cyrulnik. Hélène, c'est une réalité, ça? Oui, il ne peut pas y avoir ce que j'appelle des sauveurs compulsifs, et je répète, ce n'est pas pathologique, c'est des gens qui vont réparer l'autre pour se réparer soi-même, et être vraiment dans une aide. Mais il ne peut pas y avoir des sauveurs compulsifs sans victimes compulsives. Et là, on est dans un duo où, pendant un premier temps, comme je le disais, ces sauveurs savent sauver, c'est-à-dire qu'ils ont été habitués depuis tout petit à prendre l'autre en compte et à savoir quoi faire. Et donc, ils vont être dans une façon d'être une super maman qui va nourrir l'autre en continu
et qui va vraiment l'aider à sortir la tête hors de l'eau. Et puis, comme le disait si bien Yannick, au bout d'un moment, c'est un peu comme les enfants, il faut les laisser tranquilles, il faut les laisser s'émanciper. Et c'est là où le problème commence pour les deux, parce que le sauveur, lui, c'est son identité de sauver. Donc, s'il ne sauve plus, qu'est-ce qui va arriver? Et puis quel rôle va-t-il jouer? Voilà, et le sauver, au bout d'un moment, il trouve que c'est un peu trop et qu'il voudrait pouvoir vivre sa vie et partir. Et c'est pour ça que je dis, à un moment, on passe du duo au duel, parce que les deux ont du mal à se séparer. Le sauveur, parce que sinon il perd son identité, et le sauver parce qu'il commence à trouver que c'est un peu lourd. Ouais, et c'est là où ça risque peut-être de créer des relations toxiques. Oui, alors. Sans compter que les sauvés, je parle de la tragédie des sauveurs, où j'en décompte, comme je disais tout à l'heure, à peu près 11 tragédies, mais les sauvés aussi vivent des tragédies. Et en particulier, je fais appel à Marcel Mauss, qui est un anthropologue célèbre. Le sauvé se retrouve avec une dette abyssale dans laquelle il est englouti, c'est-à-dire que lorsque c'est des choses graves comme une tentative de suicide ou un divorce ou un licenciement ou un burn-out, le sauvé a vécu des choses difficiles, l'autre l'a aidé au-delà de tout, sauf que ça crée une impression, une certitude d'ailleurs, d'être dans une dette qui ne pourra jamais être remboursée. Le sauvé se sent redevable d'une dette terrible, et ça, c'est quelque chose aussi qui impacte ce duo. Ouais. Boris Cyrulnik, vous compléteriez éventuellement cette petite précision donnée par Hélène autour de la relation entre le sauveur et celui... Alors là on parle vraiment d'extrême, c'est-à-dire que c'est le sauveur qui ne peut pas se passer finalement de son âme à sauver, quoi. C'est presque ça. Oui, alors je sais bien ce qu'on est en train d'échanger, je suis bien d'accord. Mais de temps en temps, il y a quand même des sauveurs pathologiques. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a des gens, des femmes, et parfois des hommes, qui ne peuvent aimer que des gens malades. Ouais. Je pense à une infirmière qui me disait « Je n'aime mes enfants que quand ils sont malades, quand ils sont en bonne santé, qu'ils se débrouillent ». Parmi les amis des bêtes, il y a souvent des gens qui ne peuvent aimer les bêtes que les animaux que malades. Donc, c'est pas la majorité. Dans la majorité des cas, c'est ce qu'on a dit précédemment qui marche. Et même, il y a des gens qui ont une telle joie de vivre qu'ils ont envie de les partager. Alors, ceux-là, on ne va pas les critiquer. C'est-à-dire qu'ils ont une telle joie de vivre qu'ils vont aider. Dans les favelas, j'ai rencontré des gens d'une générosité stupéfiante, et c'était un plaisir pour eux. Et le plaisir, c'est contagieux. Et ils faisaient beaucoup de bien aux enfants avec qui ils venaient bavarder. J'ai rencontré un philosophe qui travaillait en Colombie avec les enfants des rues. Et il leur donnait rendez-vous dans la rue pour parler de Socrate. Vous vous rendez compte? Étonnant. Des enfants qui n'allaient jamais à l'école et qui prenaient un peu trop de substances toxiques. Et les enfants adoraient. Parce que ce philosophe-là avait un bonheur contagieux. Donc le mot sauver, le mot aider, possède beaucoup de nuances. Dans la majorité des cas, c'est ce qu'on a dit. Et aux franges, il peut y avoir des extrêmes, soit des extrêmes de bonheur, soit des extrêmes « je ne peux aimer que les enfants malheureux ». Et là, ça devient tragique, pour reprendre le titre de votre livre, Hélène. On est d'accord? Oui. Et effectivement, merci de cette précision. Dans les sauveurs pathologiques, donc l'extrême, dont je parle très peu, mais dont je parle pour bien spécifier ces différentes sortes de sauveurs, il y a par exemple ces pompiers pyromanes. Dans l'Hérault, il y a un pompier qui allumait 6 feux pour pouvoir après venir l'éteindre et puis qu'on le prenne pour un héros. Bon, il a écopé de 5 ans de prison et 150 000 € d'amende. Ou une infirmière tueuse qui estimait que les gens en fin de vie, il fallait qu'elle les aide à mourir parce que quand même c'était un peu trop long. Donc voilà, mais de façon moins grave, on a aussi des médecins. Je parle en particulier de médecins que j'appelle procustiens, de ce bandit de grand chemin de Grèce, Procuste,
qui dépouillaient les gens et qui après les mettaient sur un lit. Il fallait absolument qu'ils soient à la taille du lit. Donc soit ils allongeaient les jambes, soit ils les coupaient, parce qu'il fallait que ce soit ric et rac à la longueur du lit. Eh bien, il y a des médecins, je donne un exemple d'un médecin procustien, un gastro-entérologue qui reçoit une patiente, et puis elle n'a pas le temps de parler, elle a le temps de rien expliquer, il lui ordonne de ça, faire ça, et puis à 4 heures, vous mangerez des amandes, mais je suis allergique aux amandes. On s'en fiche, vous en prenez que 4, c'est pas le sujet, et puis vous mélangez plus le riz et la viande. Oui, mais moi, je suis originaire de la Réunion, je mange des caries, c'est de la riz. Eh bien, ça fait rien, vous arrêtez. Enfin, et il lui a imposé... Dictature, quoi. Oui, la dictature, c'est-à-dire moi, je sais ce qui est bon pour vous, Voilà. et puis c'est comme ça, et c'est pas autrement. Ça, c'est des sauveurs pathologiques qui, effectivement, sont toxiques. Des poisons, pour le coup. Ah oui, des vrais poisons. Ouais, on est bien d'accord. C'est pas le sujet de mon livre, mais c'est important de le signaler, bien sûr. Alors c'est vrai qu'on en parlait avec un poil d'amusement pendant cette petite trêve musicale, Boris Cyrulnik, on parlait des cathos, et en particulier des femmes cathos. Alors comme je suis une catho d'élevage, je peux me permettre de rire de moi-même et de là d'où je viens, n'est-ce pas? Et c'est vrai que quand vous avez parlé de sauver, d'aider cette espèce de propension féminine quitte à au risque de se dépersonnaliser, en tout cas de donner plus qu'on a encore, plus qu'on peut donner encore, jusqu'à plus soif. Pourquoi est-ce qu'on fait ça, en fin de compte? Pourquoi est-ce qu'on fait ça, selon vous, Yannick Debain, et après Boris Cyrulnik, ça m'intéresse, pourquoi à votre avis. On s'oblige à... C'est fou de donner, tellement, d'aller toujours plus loin dans Alors le fait peut-être de qu'il donner y a des raisons culturelles. Enfin, moi, j'ai une grand-mère qui est née donc en 1915, qui est partie il y a quelques années maintenant, mais sa vie, c'était le don de soi. Elle disait, elle répétait régulièrement, moi, ce qui me rend heureuse, c'est de donner, mais de donner sans espoir de recevoir quelque chose. C'est beau, je trouve. C'est beau, d'autant plus que je pense qu'elle était heureuse. Elle était particulièrement heureuse de cette chose-là. Et donc, elle avait un échange avec les gens. Elle voyait le bonheur dans les yeux de ses enfants, ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants, ses frères et sœurs, qu'elle a élevé elle a élevé une quantité de personnes, et ça lui suffisait. Et comme disait très bien Boris Cyrulnik, je crois, la joie, ça se partage. La peine, ça se partage évidemment, mais la joie, ça se partage. Et elle partageait sa joie. Elle la distribuait. Et je pense ça, c'est magnifique, hein. Je pense que c'est le lot de pas mal, peut-être plus des femmes, parce qu'on leur a fait comprendre que c'était elles qui devaient apporter cette chose-là. La joie. Mais Dieu merci, pardon, ça a changé, je crois, et je pense que les hommes peuvent partager leur joie, ou en tout cas peuvent aider, et je pense que les femmes peuvent aussi s'arrêter d'aider si elles se sentent un peu en difficulté, justement, pour qu'elles pensent en prendre conscience. Ouais, Boris Cyrulnik, ça vous parle ce que je raconte ou pas du tout? Non, c'est bien, je comprends ça. J'ajouterai une notion culturelle tout à fait importante, c'est que jusqu'à maintenant, on a vécu dans des cultures du sacrifice. Ouais. On entravait les femmes pour qu'elles se consacrent au mari et aux enfants. C'est vrai. Et parfois, ça les rendait heureuses, mais leur personnalité n'était pas tenue en compte. Ouais. Or, maintenant, on est peut-être passé dans l'excès contraire. Le développement personnel est tellement important, tellement prioritaire, qu'on finit par se couper des autres. Et on voit qu'actuellement, on voit une dilution familiale qui m'inquiète beaucoup. On voit de plus en plus de gens seuls, de femmes seules, et des personnes âgées seules. Et comme je le proposais tout à l'heure, la solitude, actuellement, c'est une agression cérébrale. Wow. Et là, notre culture est en train de privilégier le développement personnel, le plaisir immédiat. J'ai rien contre le plaisir immédiat, mais je me méfie un petit peu d'une culture où le but de la vie, c'est le plaisir immédiat. Je pense qu'avant, on a été trop loin dans le sacrifice, des femmes à la maison et des hommes à la guerre. Ouais. Je suis né avant la Seconde Guerre mondiale, j'ai connu 2 guerres. Ouais. On encourage le sacrifice des garçons à la guerre, on encourage le sacrifice des femmes au foyer. Et maintenant, depuis 1 ou 2 générations, on est passé dans l'excès contraire, c'est le développement personnel, quel que soit le prix que payent les autres.
Donc là, il y a peut-être une modification culturelle à envisager. Ouais, c'est intéressant, hein, cette réflexion Boris Cyrulnik, Hélène Vecali. C'est là où on sent qu'on est à la croisée des chemins. Là. J'ai l'impression de dire ce terme tous les jours en ce moment. Mais c'est vrai qu'il faut trouver un équilibre. Là, on est parti complètement à l'extrême du sacrifice, l'extrême opposé. Oui, je pense que les femmes ont été élevées avec le syndrome de l'infirmière, le syndrome de Cendrillon, où il fallait... effectivement être dévoué à l'autre matin, midi et soir. Ouais. Et je suis d'accord bien évidemment avec ce que dit Boris Cyrulnik. Aujourd'hui, on est dans le culte de soi, le culte de l'individu, le culte des selfies et autres. Et c'est vrai que ça devient très compliqué de vivre avec l'autre et puis peut-être aussi de se questionner. Dans mon livre, j'ai tout un chapitre sur le chemin de guérison, c'est-à-dire quand on est dans cette logique du sauveur, des bons sauveurs, hein, mais qui ne sont pas encore des aidants saints. Il y a des questions à se poser et je crois qu'il y a de moins en moins de gens qui ont compris qu'on avait une intériorité, c'est-à-dire qu'il se passait des choses en nous, qu'on n'était pas maître chez nous, que quelquefois on dit des choses qu'on ne voudrait pas dire, on fait des choses qu'on ne voudrait pas faire, on pense des choses qu'on ne voudrait pas penser. Et tout ça, ça vient d'une partie de nous qui est cachée, qui s'appelle l'inconscient, et qui a à y réfléchir. Alors moi, je ne suis pas du tout favorable à psychanalyser la terre entière, hein, vraiment pas du tout. Et pourtant, c'est votre job, mais oui, mais quoi, non, vous en êtes revenu. quand les gens vont bien, qui se posent quand même quelques questions, et puis ça fera l'affaire. Ouais. En revanche, quand il y a une souffrance, là, il faut peut-être aller creuser, et autrement que du développement personnel avec il y a qu'à, faut que, et puis ça va. C'est très dangereux. Moi, j'ai une question. En fait, quand est-ce qu'on peut se poser la question sur son rapport à l'aide? Peut-être pourriez-vous y répondre, Yannick Deban, pour commencer, vous qui l'avez un petit peu... Enfin, vous êtes passé par cette réflexion, parce que la preuve, c'est que vous êtes ici. Vous avez accepté de participer à cette émission. Et c'est vrai qu'on peut se demander quel est le symptôme clé, quand faut-il se réveiller, en fait, se dire, oulala, là, j'en fais trop. Même si c'est vrai que c'est pas tout à fait la tendance avec, vous l'avez dit, Boris Cyrulnik, le règne du développement personnel, du plaisir immédiat, etc. Mais pour le coup, il y a quand même, quand c'est vraiment un peu pathologique ou quand on se sent plus bien, on se sent atrophié, on perd un peu sa personnalité. Enfin, quels sont un petit peu les premiers signaux, quoi? Je crois que, en fait, pour éviter ça, encore une fois, le livre d'Hélène est très bien fait parce qu'il nous donne des clés comme celle-ci, comme la suivante. C'est que quand on commence à écouter un peu plus l'autre et qu'on sent qu'il y a une réticence à être aidé pour des raisons assez précises et qu'elles sont dites, ces raisons-là, le sauveur, entre guillemets, l'aidant, pour qu'il devienne sain, faut qu'il arrête. C'est effectivement comme les enfants qui un jour ont appris à marcher et plutôt que de les protéger sur le haut du toboggan de peur qu'ils tombent, c'est dire vas-y, tu es libre maintenant. Et pour apprendre ça, oui, c'est des mécaniques d'écoute en fait, je crois. Mais enfin, Hélène le dira certainement mieux que moi, mais moi, en tout cas, en lisant ce livre, je me suis dit, effectivement, par moments, j'ai dû peut-être aller un peu trop loin et être un peu trop intrusif. Et il y a un moment, il faut arrêter de vouloir absolument aider quelqu'un qui n'a pas envie. L'un des premiers symptômes, ça se passe en couple, par exemple, vous voyez où je veux en venir, dans l'échec systématique, où on se retrouve à étouffer l'autre. Enfin, l'autre vous dit que vous l'étouffez, etc. C'est ça Oui, en Yannick? couple, c'est beaucoup plus fréquent, parce qu'on est censé vivre ensemble tout le temps. Ouais. Quelqu'un qu'on choisit d'aider, qui est hors de son couple, c'est finalement un peu plus simple. On peut se détacher plus facilement. Quand on a un lien affectif très, 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 très fort, effectivement, tout devient compliqué. Et là, je ne sais pas quelle est la solution. Moi, j'ai vécu ça. La solution, ça a été que on s'est séparés et que c'était très compliqué. Et puis après, je me suis construit autrement et j'ai essayé d'apprendre. Mais c'est là où vous avez compris comment vous fonctionniez, en fait. Hein. Voilà, c'est un peu ça. Il y a un peu plus de temps, mais en tout cas, c'est vrai qu'il y a des solutions dans le livre d'Hélène qui sont très bien.
Ouais, c'est vrai. Oui, je pense que le moment où sans doute les sauveurs se rendent compte qu'il y a quelque chose qui va plus, c'est quand c'est des répétitions. C'est-à-dire que ce soit avec les amis, ou dans le couple ou dans la famille, c'est je mets en place cette stratégie inconsciente. Hein, je repère une victime, je la harponne, j'ai une lune de miel, c'est merveilleux. Et puis tout d'un coup, ça commence à plus aller et je finis par souffrir. Et puis ça recommence. Je repère une victime et je vais la sauver, je la harponne, j'ai une lune de miel et puis je commence à me sentir pas bien. Et à partir de là, il y a tout ce travail pour arriver à comprendre que on va souffrir à répétition et Yannick a réussi à faire le chemin tout seul, mais je crois qu'il y a vraiment d'abord à repérer qu'il y a des répétitions, à repérer d'où ça vient. Ah ben oui, c'est vrai que quand j'étais petit, j'ai commencé très tôt à aider. Et puis, il y a aussi à réfléchir à comment passer de sauveur compulsif à aidant sain. Je pense qu'il y a une métaphore qui est excellente, hein, que je cite dans mon livre, c'est l'hôtesse de l'air. C'est-à-dire que vous êtes dans un avion et puis l'hôtesse vous explique comment ça se passe en cas d'accident ou de difficulté. Et elle vous dit à un moment, en cas de dépressurisation de l'appareil, un masque va tomber, un masque à gaz va tomber. Donc vous le mettez de telle et telle façon. Attention, si vous avez un enfant à côté de vous, vous mettez d'abord le masque à gaz et après, vous le mettez à votre enfant. Eh bien, c'est exactement ça. C'est-à-dire, on ne va pouvoir aider sainement les autres que quand on se sera aidé soi-même, que quand on ira bien soi-même. À ce moment-là, on saura vraiment passer de sauveur compulsif à sauveur sain ou aidant sain. Mais c'est vrai qu'on va peut-être en parler juste après cette dernière petite trêve musicale. Sauve-moi, tout simplement, de Rock Voisine. Ça ne nous rajeunit pas, tout ça. Et là, on fera appel à vous, à Boris Cyrulnik, pour savoir justement, peut-être que c'est un peu l'antidote aux échecs tellement multiples qui se multiplient de plus en plus chaque année, de nombreux couples, ceux qui nous écoutent en tout cas, peut-être justement si on avait plus ce sens de l'autre, peut-être les couples dureraient-ils plus longtemps, les relations amicales aussi, on serait moins seuls, etc., etc. Bref, on se retrouve juste après ceci, à tout de suite.
sauvetage, mais attention, quand on aime l'autre, est-ce que ça signifie le sauver? Forcément un peu que oui. Comment je parle, moi? Hélène Bécali est avec nous, psychanalyste, et votre livre « La tragédie des sauveurs », Dieu sait que vous connaissez la question, aux éditions Marabout. Boris Cyrulnik est en ligne avec nous, neuropsychiatre évidemment. 40 voleurs en carence affective chez Odile Jacob, votre dernier livre, Boris Cyrulnik, à l'heure où nous parlons beaucoup effectivement aujourd'hui de pathologie au pluriel. Certains experts ici dans cette émission nous ont maintes fois parlé du pathologisme presque, en donnant des maladies à tout ce qui peut exister, qui n'est pas tout à fait dans la normalité. Bref, on va bien sûr parler de votre livre, Boris Cyrulnik, en cette dernière partie d'émission. Yannick Debain est également ici présent, vous qui êtes comédien. On peut rappeler votre école d'art dramatique, la Volia, du côté de la Mairie des Lilas à Paris, tout simplement, qui forme de jeunes élèves au conservatoire à l'art dramatique, au théâtre donc. Vous qui êtes passé justement par cette réflexion autour de votre propension, votre espèce de compulsion à une époque en tout cas, à sauver l'autre, à commencer par cette relation du couple. Boris Cyrulnik, effectivement, on peut être carencé affectivement et être amené à sauver pour essayer d'avoir de l'amour, etc. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, vous l'avez dit, et c'est vrai que vous avez raison de le préciser et de le réaffirmer encore. Aujourd'hui, c'est plutôt le contraire. Les personnes, est-ce que le nombre de séparations que nous voyons, par exemple les couples, sont, selon vous, dus justement à cette espèce d'obsession du plaisir immédiat, de moi d'abord, etc., au fond? Mais oui, on a parlé des effets bénéfiques, des gens qui savent se défendre contre la carence affective, justement par un phénomène de compensation dont on vient d'analyser le processus. Mais ce qui se passe aujourd'hui, c'est l'apparition des guerres, la réapparition des guerres. Et on constate que beaucoup d'enfants sont isolés affectivement, en carence affective, et la neuroimagerie montre que ces enfants abandonnés ne peuvent pas déclencher les processus de défense qu'on vient de décrire. Et ces enfants-là acquièrent une dysfonction cérébrale qu'on peut photographier sans aucune difficulté. Lorsqu'un orphelin ou lorsqu'un enfant est abandonné, parce qu'il y a la guerre, parce que sa famille s'en occupe pas, on voit qu'il y a une atrophie des deux lobes préfrontaux, le socle neurologique de l'anticipation, une atrophie du système limbique, le socle neurologique de la mémoire, et une hypertrophie de deux noyaux de neurones qui sont le socle neurologique des impulsions que rien ne peut contrôler. Et ces garçons, plus que ces filles, deviennent complètement soumis à la pulsion. Et on voit qu'ils deviennent délinquants. Très souvent, ils deviennent délinquants parce qu'ils sont décivilisés, comme a dit Macron, inspiré par Norbert Elias. C'est la décivilisation des mœurs. Et ces enfants, n'ayant pas autour d'eux de structure affective, acquièrent une dysfonction cérébrale qui font qu'ils ne peuvent pas contrôler leurs pulsions. Ils passent à l'acte tout le temps. Ils agressent, ils volent, sans avoir le sentiment de crime. Et l'origine de cette dysfonction cérébrale, c'est un appauvrissement du milieu. Et l'origine de l'appauvrissement du milieu, c'est la solitude des parents, c'est la guerre, c'est la précarité sociale, c'est la violence conjugale. Et là, on doit agir sur ce milieu qui agit sur le cerveau de nos enfants. Au lieu de les punir, s'ils ont commis des crimes, bien sûr, il faut les punir, mais il faudrait aussi prévenir cette délinquance des garçons, et maintenant les filles s'y mettent, moins que les garçons, mais on voit augmenter cette délinquance qui a une origine psychosociale, qui est la solitude et la déliaison, la déstructuration des familles. Et là, on peut agir. Alors bonjour, quelques années après, ça déstructure pas mal de choses dans les relations, Hélène Bécali. Alors on sort un tout petit peu de notre sujet, mais pas tout à fait quand même, puisque là on parle du positif, aimer l'autre signifie en tout cas apporter son soutien. Or, quand on commence, comme l'explique Boris Cyrulnik ainsi dans la vie, abandonné, avec des parents indifférents ou violents, c'est pas gagné pour l'avenir affectif. Oui, ce sont des enfants qui sont en souffrance, des enfants qui n'ont pas connu la loi, l'autorité, qui n'ont pas connu la tendresse, l'amour.
et qui par conséquent s'élèvent un peu comme des petits sauvages avec la loi de la jungle, œil pour œil, dent pour dent, et qui n'ont pas du tout la notion du bien, du mal, et qui sont élevés, enfin sont pas élevés justement, et qui vivent des choses terribles. Et je suis complètement d'accord avec ce que vient de dire Boris Cyrulnik sur le fait que oui, s'il y a des crimes, etc., il faut sanctionner, mais qu'est-ce qu'on fait pour prévenir? Et je crois que là, il y a un vrai travail qui n'est pas fait, et on est tous responsables de ça, tous. Il faut qu'on trouve des solutions. Je pense que ça n'a pas été fait assez tôt, ça n'a pas été fait suffisamment, mais que maintenant, là, on est face à face avec ça. Quand on entend tous ces adolescents qui sont tués par d'autres adolescents et qui sortent le couteau parce que tout d'un coup, il y a quelque chose qui ne va pas. Un petit désaccord. C'est tragique, c'est tragique. Et là, on doit tous intervenir, on est tous responsables de ça, et je ne suis pas sûre que pour le moment, nos gouvernants aient pris la mesure de l'urgence à agir. Parler, c'est bien, ils parlent de mieux en mieux de ça, mais agir, c'est indispensable. Vous savez qu'une invitée à propos du verbe aimer disait que l'amour, alors j'ai parfois des grands pessimistes qui viennent en quête de sens, même si l'émission c'est extrêmement positive, on essaye en tout cas, mais bon voilà, disait que l'amour était en voie de disparition, et quand on vous entend, Boris Cyrulnik, on a presque envie de la croire au fond, hein, selon ces fondements-là en tout cas. Yannick Debain, ça vous déprime cette histoire ou pas? Non seulement ça me déprime, mais c'est d'autant plus perturbant. Moi-même, c'est difficile, je ne vais pas parler trop de moi, mais il se trouve que j'ai 2 enfants adoptés qui viennent d'Ukraine, et quand j'entends ça, je me dis que j'espère que leur trauma n'est pas si grand, et c'est vrai que c'est important de les avoir accompagnés. Je pense qu'on les a bien accompagnés, donc ils vont bien, mais j'imagine le travail à faire pour tous ces gens, ces enfants qui sont sans personne. Je ne vois pas comment ils peuvent s'en sortir seuls. Enfin, c'est absolument impossible. Et je ne vois pas non plus quelle structure permettrait de récupérer tous ces enfants-là qui sont isolés, esselés, et qui sont sans aucune idée de ce qu'est le partage, la joie. Sans aucune colonne. Oui, ils n'ont rien du tout. Ils n'ont pas de structure. Donc, je ne connais pas les outils qui pourraient permettre de changer les choses. J'ai l'impression que c'est une génération, et ce qui est très dur à constater, c'est que je pense que c'est une génération qui est hyper sacrifiée. Enfin, je ne vois pas comment pour revenir en arrière et qui se trompe de sens au fond, parce que dans le moi d'abord, c'est pas ça qui rend heureux au fond. C'est un peu ça finalement que la ligne rouge. Alors voilà, il n'a entendu que ça, mais ouais. Mais non, mais c'est vrai que c'est un concept qu'on entend dans tous les domaines, hein, y compris dans le domaine du travail. Le moi d'abord, mais en tout cas transforme un peu les règles du jeu, quoi, au travail. Enfin, c'est quelque chose en tout cas qu'on entend. Boris Cyrulnik, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que justement est-ce que l'amour est en voie de disparition, selon vous? Quand même pas, j'espère pas. Non. Mais oui, l'affection n'est plus une valeur, même la sexualité est en diminution étonnante, parce que la sexualité, c'est quand même un engagement de donner son corps, l'engagement de mettre au monde un enfant, c'est quand même un engagement, et les jeunes ont peur de s'engager. Mais je crois qu'il y a des solutions, parce que après chaque catastrophe sociale, par exemple une guerre, un effondrement économique, on voit augmenter la délinquance, on voit apparaître les sauveurs pathologiques, les escrocs culturels, dont on a tous parlé tout à l'heure. Oui. On voit, donc ça, c'est une règle générale. J'ai travaillé au Congo, qui est un beau pays en effondrement économique et en guerre chronique. Vous ne soupçonnez pas, j'étais ahuri par le nombre de sectes, de gourous qui avaient pignon sur rue partout. Donc ça, c'est des enfants abandonnés qui deviennent d'une violence extrême. Ouais. Mais quand on a connu ça, après la guerre, surtout après la Seconde Guerre mondiale, ou en Russie après la Révolution de 1917, où il y avait des millions d'orphelins et des enfants des rues. Ces enfants étaient des loups. J'ai eu l'occasion de rencontrer énormément. C'est eux-mêmes qui disaient on était des loups. Qu'est-ce qui a calmé les loups et qu'est-ce qui a redonné la vie aux enfants isolés qui ne faisaient que se balancer sur eux-mêmes parce qu'il n'y avait pas d'altérité? On a organisé autour de ces enfants
des niches affectives adaptées au développement des enfants. D'abord, il faut un substitut maternel. Ça peut être la mère, mais si la mère est morte ou malade, c'est une autre femme, ça peut être un homme. Oui. Ils font une fonction maternelle. Ensuite, il faut un foyer. Or, ce qu'on constate actuellement, c'est qu'on ne sait plus nommer les structures familiales. À la commission des 1000 premiers jours, on n'a pas su définir le nouveau rôle du père. On ne sait plus qui est le père. Ouais. Donc ça, c'est vraiment la déstructuration familiale. Je pense qu'on a tellement développé l'illusion du développement personnel qu'on a oublié les patronages, le sport, la musique, les activités collectives hors de la famille et hors de l'école, où les enfants apprennent à se socialiser. Les Arméniens, après la tragédie arménienne, après le massacre de 1917, de 1915, le génocide arménien, les Arméniens ont aussitôt refait des groupes de sport, de philosophie, et ils ont récupéré un très grand nombre de ces enfants. Wow. Si les Arméniens n'avaient pas eu cette réaction collective, affective et culturelle, probablement un grand nombre de ces enfants seraient devenus des loups, des délinquants. Or, ils ont récupéré, et la plupart de ces enfants ont repris un bon développement, ce qui s'est passé en France après la Seconde Guerre mondiale, et ce qu'il faudra mettre en place aujourd'hui, parce qu'on connaît le même phénomène, surtout qu'on voit se développer l'isolement affectif, et qu'on voit des guerres pointer leur nez très près de chez nous. Et bien voilà, l'avenir pour ces 40 voleurs en carence affective dont vous parlez dans votre livre aux éditions Dit Jacob. Merci infiniment, Boris Cyrulnik, d'avoir participé à cette émission en ligne avec nous. Hélène Vécali, merci infiniment à vous aussi, psychanalyste. Merci Marie-Ange. Votre livre, je le rappelle, La tragédie des sauveurs, chez Marabout. Et puis Yannick Debain, merci beaucoup. Merci. Et longue vie à votre école La Volia, du côté de Delila, à Paris, n'est-ce pas? Merci beaucoup à vous, merci à vous trois et bonne soirée à tous.